Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe, le podcast qui vous donne les trucs pour propulser votre équipe et propulser votre propre leadership. Cette semaine, avec Arut Chitilian, vice-président des affaires corporatives et développement stratégique de CDPQ Infra, on aborde le sujet de l'intelligence empathique et à quel point l'empathie peut être un business driver, voire même un business booster, donc un accélérateur de votre performance d'affaires. Je vous invite à réfléchir justement à quoi l'empathie pourrait vous servir, non pas d'un point de vue RH, bien sûr d'un point de vue RH, mais surtout d'un point de vue de la performance de votre business, de votre unité d'affaires. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Propulsez votre équipe. Cette semaine, Arut Chitilian, vice-président des affaires corporatives, développement et stratégie chez CDPQ Infra. Arut, bienvenue. Bonjour Chloé, content d'être ici avec toi. Fait que c'est quoi pour toi la différence entre intelligence empathique puis emotional intelligence, l'intelligence émotionnelle? C'est quoi la distinction pour toi? Mais emotional intelligence, pour moi, c'est comme le prédécesseur. C'est le 1.0 parce que c'était d'adapter ton discours à ton auditoire. C'est de faire preuve d'écoute, mais par moment, peut-être pas de l'écoute pour, listening, not to understand, listening to hear. Tu sais, quand les gens disaient « I hear you », mais l'empathie, c'est même au-delà de « I hear you », it's « I understand you ». C'est comme I've put myself in your shoes, I understand you, I feel you, and together we're going to go forward. Parce que c'est pas nécessairement ça qui était compris avant quand on prêchait aux gens d'avoir cette emotional intelligence. Ça me surprend tellement pas d'entendre ça de toi parce que tu dis que dans le fond, l'humain, c'est comme au cœur d'être un humain. Là. Je pense que c'est ce que tu dirais, mais au-delà de ça, vu que le sujet qui nous concerne, nous, c'est les leaders, c'est comme au cœur d'être un bon leader. C'est d'être focusé sur l'humain d'abord et avant tout. Je me trompe? Absolument, parce que si comme leader public, leader économique, on n'arrive pas à se mettre dans la peau des clients qu'on veut servir, des citoyens qu'on veut représenter, dans ce cas-là, on perd un peu de notre superbe et on n'arrive pas à faire notre travail adéquatement. Et de les comprendre n'est pas délai suffisant. Il faut savoir se mettre dans leur peau. Et pour se mettre dans leur peau, il y a une distance à traverser et il y a, au-delà d'un juste milieu, à les rejoindre pour aller les comprendre. As-tu des exemples à partager où toi, tu as été le récipiendaire d'une intelligence empathique, où toi, tu as senti que tu avais particulièrement eu cette présence-là émotive pour tes employés ou même tes clients, là? Je l'ai vécu, je dirais, j'ai eu mon moment Eureka en politique très tôt, parce que j'avais plein pas de préjugés, mais de conclusions préfaites sur certains enjeux, notamment quand on parle, par exemple, de transport collectif. Tout le monde est pour le transport collectif. Tout le monde veut réduire la congestion. Tout le monde veut décarboniser le déplacement des personnes. Tout le monde veut redonner plus de place à l'humain dans le domaine public. Mais pour moi, par exemple, de voir comment cet enjeu de transport collectif se déclinait vis-à-vis une population vulnérable, ça a été une expérience empreinte d'empathie parce que j'ai pu voir, par exemple, comment l'absence de solutions de transport collectif adaptées à la population vulnérable des aînés, particulièrement les femmes aînées, limitait leur épanouissement personnel et leur liberté. Et de là à comprendre, à vivre cette expérience-là avec eux et de développer des solutions concrètes avec des partenaires comme la STM pour répondre à ça, ça a été pour moi
une des premières expériences très enrichissantes où, au-delà du common sense et des formules, j'ai été vraiment sensibilisé, absorbé par les conséquences de cette lacune-là sur la vie des personnes. Alors, là, tu parles de politique parce que justement, tu as eu un passage en politique. Tu dis que ce passage-là, c'est ce qui t'a ramené, qui t'a rappelé la curiosité. Moi, j'appelle ça le genuine curiosity, là. Et c'est un peu un exemple que tu viens de nommer, mais en quoi ça t'a ramené vers la curiosité, puis en quoi la curiosité nous sert comme gestionnaire, comme leader? J'ai été toujours très curieux de nature, et ça, je peux remercier les enseignants que j'ai eus très tôt à l'école primaire et même à l'école secondaire qui ont parlé à plusieurs reprises de Socrate et de parler de sagesse ultime étant d'admettre qu'on ne connaît toujours pas tout, rien, c'est ça, et qu'on est en apprentissage continuel. Donc, ça vient de là, la curiosité à la base. Mais au-delà de ça, il y a une couche additionnelle à la curiosité qui vient d'admettre qu'on est également vulnérable face à différents défis et qu'on n'a pas souvent les réponses out of the box pour répondre à des enjeux, répondre à des problématiques. Et pour y arriver, il faut être curieux, il faut comprendre le problème, il faut comprendre comment cet enjeu-là a été adressé ailleurs, il faut consulter des gens. Et si on n'est pas curieux et si on n'a pas cette vulnérabilité-là, on n'y arrivera jamais. Puis tu parles d'ailleurs, quand on s'est parlé dans notre rencontre préparatoire, tu parlais justement de questions socratiques qui servent les leaders parce que si on n'a pas toutes les réponses, on est en mesure donc de créer ces questions-là. Comment toi, tu t'adresses ça, ces questions-là auprès de ton équipe? Comment tu te permets de ne pas avoir toutes les réponses et que tu le sollicites chez ta gang, si tu veux? Les gens sont très, très, très réceptifs quand ils voient deux éléments. De un, qu'il y a une méthodologie et une approche. Même si on est des fois dans l'improvisation face aux crises, face aux défis. Mais les gens respectent le fait que tu arrives avec une approche cohérente et tu es prêt à présenter ton approche, le raisonnement derrière l'approche et même vis-à-vis de l'approche que tu démontres l'ouverture à adapter l'approche face à la situation. Ça, c'est une première étape. Et deuxièmement, les gens respectent aussi face au choix qu'on va entretenir une fois que la démarche est complétée, qu'il y ait une explication, mais surtout qu'on ait de façon transparente des critères qui ont déterminé le choix qu'on a retenu. Donc, et dans cet espace-là, il faut par moment qu'un leader donne la démarche uniquement et laisse les gens arriver avec les propositions et ultimement communément tranchées. Ou des fois, si on voit également qu'il faut aller au-delà de la démarche, on peut donner des pistes, des propositions qu'on s'attend à avoir pour donner une certaine clarté des attentes qu'on a envers nos collègues dans un contexte soit de gestion de crise, soit de gestion courante des défis d'une organisation. Avec ce que CDPQ Infra est en train de vivre avec le REM et les autres dossiers, là, c'est sûr que tu as sûrement une tonne d'exemples de situations où tu peux donner un sens de direction, donner des réponses. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme exemple, sans nous dévoiler des secrets professionnels, où tu as justement donné un sens de direction, mais tu as laissé l'équipe aller sur la façon dont elle arrive à ce sens de direction-là? Il y a des exemples presque à tous les jours. Je dirais que chaque situation est unique. Qu'on prend, par exemple, l'exemple préalable à la pandémie, c'était le développement d'une stratégie intégrée pour s'attaquer à l'enjeu vraiment majeur de la fermeture du train de banlieue, de la ligne de train de banlieue de Montagne, Gare Centrale. Malheureusement, les solutions qui ont été développées n'ont pas pu être testées parce que là, on est en pandémie et il y a eu une perte importante au niveau de l'achalandage et finalement, le service a été arrêté aussi en cours de route.
Mais c'était avant tout une démarche exploratoire pour laquelle il n'y avait pas de playbook, il n'y avait pas de recette pour s'attaquer à cet enjeu-là, parce que c'était un enjeu pour lequel il y a eu beaucoup de travail à développer des solutions alternatives, que ce soit des solutions alternatives transport, des solutions alternatives en télétravail, des solutions alternatives même en termes de communication et de mesures de compensation. Il y a eu l'approche communicationnelle à ça et il y a eu également, ultimement, le packaging d'ensemble, donc de faire autant les communications que les solutions et de faire une et de le présenter au public. Et je dirais que dans ces circonstances-là, à première vue, ça peut paraître impressionnant de vraiment offrir des solutions de qualité de rechange quand on est conscient que ces solutions-là ne viendront jamais remplacer le statu quo. Mais si on découpe la situation en morceaux et si on s'attaque à cette problématique-là vraiment par scénario, on arrive à développer après un plan qui est adapté à des réalités différentes et surtout à l'interne, on arrive également à se donner un momentum et ne pas être enseveli sous l'énormité du défi qui est devant nous. Donc, en résumé, c'est de prendre acte de l'énormité du défi, de décliner après la solution intégrée. Ça va consister en quoi? Transport, communication, peut-être par moment également suivi, mesures de compensation, mobilisation de la société civile. Et après, de déployer ça, mais de le faire vraiment également en morceaux pour ne pas être enseveli sur l'énormité du travail à faire, l'énormité du défi aussi auquel on est confronté. Et ça vient par une démarche et une méthode. Puis comment t'aides ton équipe à pas justement... alors, la démarche, la méthode, mais comment t'aides ton équipe à sentir qu'ils ont ta pleine confiance? Parce que ça, je sais que tu as une grande confiance en ton équipe. Et comment tu leur démontres cette confiance-là? C'est d'être là autant quand les choses vont bien que les choses vont mal. C'est ultimement comprendre le baseball. Je suis quelqu'un qui aime le sport et il y a aucun sport dans lequel même les plus grands de ce monde ont une moyenne d'efficacité de 100%. Au baseball, si tu réussis à mettre la balle en jeu 3 fois sur 10, t'es un champion, t'es adulé, t'es rémunéré par des centaines de millions de dollars. Au basket, quelqu'un qui tire des 3 points 4 fois sur 10 de façon successive, il est adulé. Et dans la vie professionnelle aussi, il faut être raisonnable vis-à-vis des attentes qu'on exprime à nos équipes et il faut reconnaître que par moment, les solutions que nos équipes amènent ou même les solutions que nos équipes amènent, que nous cautionnons, ne répondront pas de façon, je dirais... parfaite et complète. C'est ça. Et là, c'est un peu le parallèle avec le sport. Un coach ne prend pas un joueur qui a rendu des fiers services à l'équipe, qui frappe peut-être pour 300 ou qui tire pour 40% de 3 points. Et s'il manque son coup un match ou 2 matchs ou 3 matchs de suite, il le met pas de côté. Au contraire, il essaye de le motiver, de lui expliquer qu'est-ce qui peut changer et surtout de s'assumer et de dire que ça reste à la fin un sport d'équipe parce que c'est pas une personne qui doit porter et le parallèle peut être fait avec la gestion organisationnelle et le leadership. Donc, on travaille en équipe, on réussit en équipe, et si on ne réussit pas, il y a des gens dans l'équipe qui sont redevables pour les résultats, et ça commence avec le leader, donc je suis redevable des résultats. Et c'est avec ça qu'on peut créer des conditions pour les gens de ne pas craindre l'échec. Ça, c'est vraiment mortel pour le développement organisationnel et le développement professionnel de quelqu'un. Et surtout, pour que quelqu'un également, quand il y a un succès, que ce succès-là soit partagé et ça rejaillit sur tout le monde. Arout, je ne pourrais pas te dire à quel point je pense que ton message va résonner parce que la pression est tellement forte en ce moment. Elle l'a toujours été, mais là, on sent quand même une pression accrue. Alors, juste de se rappeler que
quand on frappe 300, là, 3 sur 10, c'est déjà excellent. Si on était capable de se rappeler ça dans notre organisation, au quotidien, là, que le fait de pouvoir y mettre tout son cœur, d'essayer, de tomber puis de se relever, ça fait partie du processus professionnel, là, autant dans sa carrière que dans la collaboration organisationnelle. Il me semble qu'on enlèverait vraiment beaucoup de stress si les gens étaient capables d'entendre ça et pourraient s'investir encore plus parce que, comme tu le disais, il n'y a pas cette crainte de l'échec. Exact. Et en bout de compte, la constance a une valeur aussi. Si on fait le parallèle encore une fois avec le sport, et là je reviens beaucoup vers le baseball, mais quelqu'un comme Cal Ripken, qui était un joueur également adulé, qui a joué pour les Orioles, on a souligné, oui, autant ses performances sur le terrain, mais également sa constance et sa longévité. Parce que dans nos métiers respectifs, dans nos responsabilités respectives, on va avoir des hauts et des bas. Mais à la fin de la journée, il faut rester constant, il faut rester motivé. Et cette constance-là est valorisée aussi, est appréciée de la part des organisations et des leaders partout. Et les leaders eux-mêmes doivent démontrer et faire preuve de cette constance-là. Cette constance-là, est-ce que c'est aussi un lien avec quand tu dis qu'un leader émerge du contexte dans lequel il œuvre? Est-ce que ça fait référence à ça, la constance d'opérer dans un certain contexte? Oui, et surtout, la constance fait partie des imprévus aussi, parce que c'est très facile d'être performant quand les choses vont bien, quand il n'y a pas d'imprévus. Et être consistant, c'est également être présent, répondre présent quand les choses ne vont pas bien. Et je dirais que les vrais leaders sont toujours testés dans les contextes les plus difficiles, dans les contextes qui sont les plus, je dirais, qui sortent le plus possible de leurs habitudes personnelles et professionnelles. Et là aussi, il y a cette notion de constance parce que il faut avoir une approche, il faut responsabiliser les gens, il faut leur donner de la place face aux défis et aux imprévus, de proposer des solutions. Et ultimement, il faut trancher, l'assumer et aller de l'avant et voir comment cette proposition-là se vit et se décline dans la vraie vie. Donc oui, ça aussi, c'est une forme de constance, de faire face aux imprévus et de garder le cap et de garder également les gens engagés et motivés malgré les circonstances. Arut Chichilian, merci tellement de nous avoir rappelé ou de nous avoir amené ce terme d'intelligence empathique. J'espère que tous l'entendront. J'espère aussi que tous entendront ton message de laisser la place à l'erreur pour justement pouvoir créer cette constante-là. Merci. Merci à toi, Chloé. Alors, ce que j'ai remarqué dans les 20 et plus dernières années où j'ai interagi avec des leaders, soit comme coach, soit comme leader, manager, ou même à travers mes podcasts, c'est que les gens qui ont le plus d'empathie sont des gens qui n'ont pas peur de faire intervenir leur expérience personnelle, leur éducation. On a toute une histoire. On a toute une histoire variée avec des choses qui nous aident à être empathiques justement aux autres. Arut est définitivement un excellent exemple de ça, où il fait intervenir son éducation, sa culture, qui l'aide à être ouvert aux autres. Alors moi, c'est mon invitation à nous tous et je pense que la pandémie nous a grandement sensibilisés justement à cette importance d'être curieux envers l'autre et à quel point ça peut nous aider à bâtir des relations fortes et solides. Alors, je vous invite à réfléchir à votre empathie, à la développer au besoin et entre-temps à rester inspiré et inspirant. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.